Elle l'a dit comme si elle commandait un dessert. À ma véritable âme sœur, il sait qui il est. Le verre à la main, les yeux brillants d'un petit sourire narquois et suffisant, Allison a prononcé cette phrase avec le genre d'éclat théâtral que l'on attendrait d'une confession de télé-réalité. Pas à notre table de cuisine, pas dans un murmure, mais dans un restaurant bondé, entouré de la famille, de vieux amis, de nos enfants adultes et de quelques collègues que je tolérais à peine. Notre 30e anniversaire de mariage, 30 ans de mariage, réduit à une simple blague. Tout le monde s'est figé. Quelques-uns ont ri nerveusement, ne sachant pas s'il s'agissait d'une sorte de blague entre nous. Un toast à l'homme qu'elle a épousé. Peut-être un joli rappel de nos débuts. Non. Ses yeux ne se sont jamais posés sur moi. Je n'ai pas bronché. J'ai levé mon verre et j'ai bu lentement, prudemment. Le vin était sec, son préféré. Je l'avais commandé par habitude. En face de moi, notre fils avait l'air sur le point de dire quelque chose, mais il s'est mordu la langue. Notre fille fixait son téléphone comme s'il pouvait la téléporter hors de la pièce. Allison s'est contentée de sourire et de continuer à siroter. Elle pensait avoir brisé quelque chose. Qu'elle avait mis le feu à une maison sans alarme incendie. Le fait est qu'elle avait 6 mois de retard. Dans le garage, sous une vieille bâche étiquetée « Décoration de Noël », se trouvait mon propre extincteur caché. Une boîte en acier verrouillée, boulonnée derrière la 3e poutre. À l'intérieur, un dossier rouge plus épais que notre album de mariage est bien plus intéressant. Des chronologies de l'affaire, des tableurs financiers, des mémos vocaux, des ébauches juridiques, des copies de ces discussions récupérées légalement, méticuleusement, silencieusement. Les gens comme elle ne remarquent pas le silence. Ils pensent que le silence signifie la capitulation. Mais le silence, c'est là où la planification commence. Elle avait passé les 2 dernières années à trouver de nouvelles façons créatives de flirter avec le danger, de tester l'élasticité de ma patience. Des week-ends pour voir son ami d'université. De mystérieuses retraites de yoga d'où aucun tapis de yoga n'est jamais revenu. Un intérêt soudain pour des cours de philosophie nocturne, bien qu'elle ait un jour qualifié Socrate de « type chauve d'une secte ». J'ai joué l'idiot. Je l'ai laissé penser que la scène était à elle. Je n'ai jamais haussé le ton. Jamais changé ma routine. J'ai simplement observé, appris et préparé. Parce que la trahison ne s'accompagne pas toujours de feux d'artifice. Parfois, c'est un verre de vin et un sourire narquois. Le genre de sourire qui suppose que vous êtes trop faible, trop confortable, trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Cette nuit-là, après le dernier faux câlin et baiser en l'air des invités qui n'avaient aucune idée de rien, je l'ai regardé s'effondrer sur le canapé de notre salon, retirant ses chaussures avec un soupir de satisfaction. Elle a fait défiler son téléphone, a ri de quelque chose, a envoyé un texto. Je suis passé devant elle, imperturbable. Je ne l'ai même pas regardée. J'ai simplement ouvert le garage, déverrouillé la boîte et sorti mon dossier comme un homme qui attrape un parapluie avant une tempête longtemps attendue. Ce n'était pas la nuit où tout s'est effondré. C'était la nuit où tout s'est mis en place. Et d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. 97% d'entre vous écoutent sans s'abonner. Et oui, je comprends. Mais croyez-moi, chaque fois que vous le faites, cela motive l'équipe à continuer de dénicher des histoires comme celle-ci. Disons simplement que pour les discrets, nous en avons beaucoup d'autres en réserve. De retour dans le salon, elle s'est mise à fredonner. J'ai regardé le dossier dans ma main. Je ne ressentais pas de rage. Je ne ressentais pas de chagrin. Je me sentais prêt. Il n'a même pas scié, face à des larmes de joie. Allison l'a tapé avec son mélange habituel de moquerie et d'excès de confiance, le genre qui vous faisait vous demander si elle avait déjà vraiment envisagé les conséquences ou si elle supposait simplement que le monde se réorganiserait tranquillement autour de son audace. C'était une discussion de groupe privé. Sa sœur Valérie, une amie d'université nommée Tasha, et une certaine femme nommée Brie que je n'avais jamais rencontrée. Le fil de discussion s'intitulait « Le Coven, ce qui dit tout ce qu'il faut savoir ». Les messages ont fusé rapidement après le dîner d'anniversaire. Allison était euphorique, grisée par son propre drame. Ce moment où j'ai porté un toast à ma véritable âme sœur et Marc est juste resté assis là. Inestimable. Valérie a répondu avec un emoji qui rit. Un peu sauvage quand même. Tu es sûr que ce n'était pas trop ?
Tasha est intervenue, ma belle, c'était légendaire. Tu es une déesse. Puis est venu le message vocal. 47 secondes. Je l'ai écouté avec des écouteurs à réduction de bruit dans mon bureau, sirotant mon café comme s'il s'agissait d'un simple épisode de podcast. Je n'ai pas réagi la première fois, ni la deuxième. À la troisième écoute, j'ai commencé à le transcrire mot pour mot dans le fichier intitulé « Phase 1, profil psychologique ». Sa voix était suffisante, détendue, comme si elle planifiait des vacances, pas la détonation d'un mariage. Je veux dire, soyons honnêtes, il est tellement insensible que c'en est ennuyeux. Jean, je pourrais lui dire que je pars et il irait probablement juste tondre la pelouse. J'ai des options, cependant. Des vraies. James est de retour en ville. On s'envoie des textos. Longue histoire, mais si je dois recommencer, autant que ce soit avec quelqu'un qui a encore un pouls, non? Elle a ri de sa propre blague. Pas moi. L'ironie, c'est que James n'était pas sa véritable âme sœur. C'était un chiropracteur transpirant de sa ville natale qui avait autrefois joué de la guitare dans un groupe de bar appelé Style Magnolia. Le genre d'homme qui portait des bracelets en cuir à 50 ans et postait des selfies torse nu dans le miroir avec la légende « Je l'ai encore ». Il ne l'avait pas. Mais je n'étais pas en compétition avec James. J'étais en compétition avec le fantasme qu'elle se faisait de lui, quelque chose contre lequel aucun homme ne pouvait gagner. J'ai alors réalisé qu'elle ne voulait pas un partenaire. Elle voulait un public, quelqu'un pour vénérer sa nouvelle facette de « femme indépendante », comme si elle n'était pas construite sur les os de 30 ans d'histoire partagée. Ce qu'elle ne réalisait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est que chaque frappe de touche, chaque petit émoji suffisant, chaque fichier audio teinté de moquerie était reflété en temps réel sur un appareil dans le tiroir de mon bureau. Le même appareil que j'ai installé après qu'elle ait accidentellement laissé son ordinateur portable ouvert une nuit avec une discussion de James qui commençait par « L'odeur de toi après le vin me manque ». Elle a prétendu que c'était vieux, que ça ne voulait rien dire, qu'elle était ivre. Tu es paranoïaque, Marc. C'est ton travail. Tu ne sais pas comment déconnecter. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement connecté autre chose. J'ai acheté un téléphone reconditionné, configuré la mise en miroir de l'écran, y ai synchronisé les applications de chat, et les caché dans une fausse boîte de modem sous mon bureau. Le seul moment où il faisait du bruit, c'était quand elle envoyait un mémo vocal particulièrement long, comme celui de la nuit dernière. Je regardais, le Coven, en temps réel, comme un feuilleton à l'eau de rose avec une écriture pire et des enjeux meilleurs. Les messages continuaient d'arriver. Valérie, attends. Encore James? Allison, ne recommence pas. Il me comprend. Marc se fond simplement dans le décor. Celui-là m'a fait faire une pause. Se fondre dans le décor. Si seulement il savait combien de fils j'avais fait passer derrière ce décor métaphorique, combien de détails j'avais cartographiés en faisant semblant de décrocher pendant ses monologues sur les drames du bureau ou sa nouvelle intolérance au gluten. Il me croyait insensible. Il ne savait pas que les hommes insensibles ne construisent pas de pièges. Je n'observais pas seulement. J'enregistrais. Pour quelqu'un qui mettait toujours les autres en garde contre les empreintes numériques, elle aimait vraiment se promener pieds nus dans un champ de mines. Et je ne faisais que commencer. Il était 8h43 quand mon téléphone a vibré. Appelant inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'ai pensé que c'était un autre spammer m'offrant des garanties étendues pour une voiture que j'avais vendue il y a 15 ans. Mais quelque chose m'a fait glisser le doigt. Marc? La voix était tremblante, le souffle pris entre la culpabilité et la terreur. C'était Valérie, la sœur cadette d'Allison. La même Valérie qui avait un jour pleuré en état d'ébriété à notre dîner de Thanksgiving parce que son fiancé l'avait quittée pour une prof de pilates. La même Valérie qui nous avait emprunté $5000 en 2012 et ne les avait jamais remboursés. Elle ne m'avait pas appelé depuis plus de 3 ans. Valérie. Un silence, puis un reniflement humide. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin hier soir. Ce toast. Marc, je suis désolé. Je n'étais d'accord avec rien de tout ça. Je n'ai pas dit grand-chose. Je l'ai laissé se débattre dans la gêne qu'elle avait méritée. Elle a dit que c'était juste une blague, s'est-elle empressée d'ajouter. Mais ce n'était pas une blague. C'était cruel. Je te connais. Je sais ce que tu as fait pour elle et pour notre famille.
Mon Dieu, je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne savais pas à quel point c'était devenu moche. Je n'ai toujours rien dit. Elle a finalement arrêté de parler. J'ai laissé le moment respirer. Je comprends, ai-je dit d'un ton égal. Et je pense que tu comprendras quelque chose, toi aussi. Bientôt. Clic. Je n'ai pas attendu de réponse. Pas besoin. La culpabilité s'était déjà frayé un chemin dans sa poitrine. Je connaissais le genre. Elle allait rester avec ça, y réfléchir, obsédée, et quand le dossier arriverait, elle l'ouvrirait sans hésitation. À midi, il était dans sa boîte de réception. Sujet, pour contexte. Mot de passe, LAC 1989. J'ai choisi cette date intentionnellement. Valérie s'en souviendrait. C'était l'été où Allison avait failli se noyer et où je l'avais sortie de l'eau devant toute la famille. À l'époque où Allison me regardait encore comme si j'étais quelque chose de solide dans un monde fait de brouillard. Valérie était là. Elle avait pleuré plus fort qu'Allison. Elle l'ouvrirait. Et elle l'a fait. Ça a pris 8 minutes. Le système de messagerie a signalé un téléchargement depuis son téléphone, puis depuis son ordinateur. J'ai regardé les horodatage se remplir sur le serveur miroir. Le dossier n'était pas dramatique. Ce n'était pas un manifeste. C'était clinique, froid, précis. Dossier 1, journaux de discussion du Coven, y compris le mémo vocal complet d'Allison de la nuit du toast, transcrit et horodaté. Dossier 2, preuves photographiques prises par un détective privé sur 3 mois. James et Allison dans des halls d'hôtel, à des tables de dîner. Ça, retraite de yoga, se révélant être un week-end au casino. Il y avait une photo d'elle assise sur les genoux de James dans un bar d'hôtel, riant, faisant un doigt d'honneur à quelqu'un hors champ. Dossier 3, activité financière de notre conjoint. Des virements discrets vers une carte privée dont elle pensait que je ne remarquerais pas l'existence. Des séjours Airbnb sous un faux nom. Un frais signalé, une boutique de lingerie à Chicago. Le même week-end que son séminaire de travail. Dossier 4, une courte compilation vidéo. Images de surveillance de la caméra extérieure de notre maison du lac. Elle n'a jamais remarqué que j'avais remplacé l'ancien système. Elle n'a jamais remarqué non plus qu'il enregistrait l'audio. Le clip l'a montré au téléphone avec quelqu'un, James probablement, en train de rire. Il est comme une statue. Je pourrais m'immoler par le feu et il me demanderait si j'ai besoin d'un manteau. Valérie regarderait tout cela et elle comprendrait que ce toast n'était pas une blague. C'était une déclaration de guerre. 3 heures plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Pas de message vocal, juste un texto. Je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Les excuses, à ce stade, étaient comme des pansements sur un navire qui coule. Laisse-la mariner dedans. Laisse-la porter ce poids. Ce poids était le sien maintenant. Le bureau sentait les orchidées et le tonneur d'imprimante. Il était perché au-dessus d'un magasin de fleurs qui s'adressait principalement aux pompes funèbres et aux excuses de dernière minute. On ne saurait pas qu'il y avait un cabinet d'avocats au-dessus si on ne le cherchait pas, et c'était mon cas. J'ai choisi ce cabinet pour une raison. Discret, méticuleux, et surtout, loyal envers les clients qui payaient intégralement et ne posaient pas de questions stupides. Martin Dahl, ESQ. Ressemblait au genre d'homme qui n'avait pas fait de blagues depuis 2003. Ses costumes étaient toujours sombres, ses expressions toujours neutres, et il avait la rare capacité de parler pendant 90 minutes sans utiliser un seul adjectif. Exactement ce dont j'avais besoin. Nous ne nous sommes pas serré la main. Nous avons hoché la tête. Il a désigné le dossier Mani sur la table comme si c'était un menu. Nous étions prêts. Des documents, chacun conçu pour être silencieux, dévastateur et entièrement légal. Premièrement, la fiducie. J'avais déjà déplacé nos actifs liquides, compte chèque, épargne et le compte d'investissement qu'elle prenait rarement la peine de regarder, dans une fiducie irrévocable protégée à mon nom. Elle n'enverrait que l'image résiduelle si elle engageait un expert comptable judiciaire. Même alors, bonne chance pour percer ce voile. Deuxièmement, la clause d'infidélité. La plupart des gens ne s'en soucient pas. Ils pensent que les contrats de mariage ne sont que des extincteurs glorifiés,
quelque chose que l'on installe en espérant ne jamais avoir à l'utiliser. Mais le mien avait des dents. Elle l'a signé en 93, quand nous étions jeunes, fauchés et très amoureux. J'ai gardé l'original, plastifié, dans une boîte ignifuge. Elle n'a jamais demandé pourquoi je le gardais encore. Troisièmement, le gel temporaire des biens détenus conjointement. Notre maison familiale, la maison du lac, même l'appartement en ville que j'avais acheté quand mon entreprise a décollé. Techniquement toujours à mon nom, malgré son insistance pour le rénover ensemble. Gelé, pas d'accès, aucune possibilité de louer, vendre ou même d'entrer sans consentement écrit. Un juge avait présigné l'ordonnance la semaine dernière. Il ne manquait que l'horodatage d'aujourd'hui. Quatrièmement, le dossier. Nous l'appelions le « paquet du détective », bien que le terme ne lui rende pas justice. C'était un registre chronologique et indexé de ses déplacements au cours des 5 derniers mois. Réservation d'hôtel, données GPS, photos de surveillance. Une séquence la montrait même sortant de la salle de sport en tenue de yoga et entrant dans un bar à vin avec James 20 minutes plus tard. Elle n'avait pas transpiré une goutte. Les images ne confirmaient pas seulement l'affaire. Elles capturaient sa texture, la routine, l'intimité, le schéma. Ce n'était pas une erreur. C'était un système. Elle voulait des options, ai-je dit sèchement, tournant à la dernière page pour ma signature. Martin a cliqué sur son stylo. Donnons-lui en quelques-unes de moins. J'ai tout signé. Encre noire, très lent. Martin a glissé le dernier dossier dans son enveloppe. Ceci déclenchera un protocole de notification de 48 heures. Elle recevra une déclaration officielle de séparation, un résumé financier et une notification que son accès au compte joint a été suspendu en attente d'examen. En français ? Dans 2 jours, elle ne pourra même pas acheter un chewing-gum sans votre approbation. J'ai hoché la tête. Bien. Je me suis levé pour partir. Une dernière chose, a ajouté Martin. Voulez-vous que je contacte directement son avocat ou ? Non, ai-je interrompu. Laissez-la le découvrir de la même manière que moi, de la même manière que j'ai découvert pour James, pour Chicago, pour le bar à vin, pour son toast à l'âme sœur qui m'a brisé. Laissez-la le découvrir avec la même clarté froide, le même silence, la même incapacité à crier sur quiconque voudrait l'écouter. Qu'elle vérifie son téléphone et réalise que les serrures sont en train de changer, que ses cartes sont gelées, que la maison qu'elle dirigeait autrefois comme une reine a maintenant un pont-levis fermé et des douves remplies d'avocats. Qu'elle se démène. Les papiers étaient faits, la mèche était allumée. Maintenant venait l'attente, non pas de la destruction, mais de la révélation. Ça a commencé avec du fromage de chèvre. Elle se tenait à la caisse, équilibrant un panier plein de bêtises bio hors de prix et 2 bouteilles de son Pinot Grigio préféré, celui qui, insistait-elle toujours, avait le goût de la sophistication. La caissière scannait chaque article avec le rythme morne de quelqu'un qui a vu une centaine de mariages fatigués passer dans sa file avant midi. Carte passée. Refusée. Elle a froncé les sourcils, a essayé de faire comme si de rien n'était. C'est bizarre. Carte passée à nouveau. Refusée. Elle a attrapé une autre carte, une liée à notre compte chèque joint. Refusée. L'expression de la caissière a légèrement changé, mi-excuse, mi-jugement. Les oreilles d'Alison sont devenues roses. Elle a eu ce rire forcé et crispé d'une femme essayant de faire croire que son monde n'était pas en train de se fracturer pour $76 de course. Je vais juste appeler la banque. Probablement un truc de fraude, a-t-elle marmonné, se mettant de côté, tapotant frénétiquement l'écran de son téléphone. De l'autre côté, une musique d'attente. Du jazz générique et des assurances robotiques que « Votre appel est important pour nous ». Elle a raccroché et a composé mon numéro. Directement sur la messagerie vocale. À la 3e fois, le sourire sur son visage s'était fissuré. Ses mains tremblaient maintenant, agrippant son téléphone comme s'il lui devait une explication. Elle n'aimait pas le silence. Elle était habituée au bruit, au contrôle. Elle a laissé ses courses à la caisse et s'est précipitée vers le parking, manquant de peu de heurter un chariot en sortant. C'est alors que son téléphone a sonné. Valérie. Elle a répondu comme un chien d'attaque. Dis-moi ce qui se passe. La voix de Valérie était calme. Trop calme. Tu dois parler à Marc. Ne joue pas à l'idiote.
A-t-il gelé les comptes? Lui as-tu dit quelque chose? Que as-tu fait? Un temps mort. Puis, à peine au-dessus d'un murmure, il m'a tout envoyé. Silence. Je sais pour James, a continué Valérie. Je sais pour Chicago. L'hôtel, les photos, les transferts d'argent, les messages vocaux, tout. Allison n'a pas parlé. Valérie a inspiré, tremblante. Tu nous as menti à tous. Celle-là a frappé plus fort que je n'aurais pu le faire moi-même. Parce qu'Allison pouvait supporter que je sois en colère. Même ses enfants. Mais sa sœur, sa confidente, sa partenaire de shopping et thérapeute de vodka martini, elle n'était pas censée changer de camp. Mais la culpabilité agit vite quand elle arrive en HD. Et je n'ai pas seulement donné à Valérie la preuve. Je lui ai donné le contexte, les dates, les sourires, la cruauté calculée. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin, a finalement murmuré Allison, son ton s'effondrant sur lui-même. Valérie n'a pas discuté. Elle a juste dit, tu aurais dû attendre au moment où tu as levé ce verre. Clic. Appel terminé. Allison a fixé son écran comme s'il s'était transformé en tribunal. Tout autour d'elle est devenu flou. Le klaxon d'une voiture, un enfant qui pleure, un chariot qui cliquette sur le gravier. Rien de tout cela n'a été enregistré. Sa vie entière, organisée, coordonnée, réorganisée, commençait à se pixeliser sur les bords. L'homme qu'elle pensait être du papier peint venait de débrancher la prise, et elle n'avait même pas atteint le rayon des vins. Au moment où elle a atteint la maison du lac, son récit soigneusement construit avait déjà commencé à s'effriter. Elle conduisait comme une femme poursuivie, non pas par des voitures, mais par les conséquences. Les pneus ont légèrement crissé lorsqu'elle s'est engagée dans l'allée en gravier, la poussière s'enroulant autour de ses fenêtres comme la fumée d'une mèche qui brûle lentement. Le lac était calme, serein, moqueur. Elle n'était pas venue ici depuis plus de 2 mois, depuis sa dernière escapade pour moi, qui, selon son calendrier, coïncidait étrangement avec l'un des voyages d'affaires de James. Elle revenait toujours bronzée et mystérieusement épuisée. Je n'ai jamais posé de questions. Elle pensait que le silence signifiait la permission. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait, continue de creuser. Allison a monté les marches du Porsche, ses lunettes de soleil perchées comme une armure sur son nez. Les cheveux attachés en ce chignon serré qu'elle portait toujours quand elle faisait semblant que tout allait bien. Elle a enfoncé sa clé dans la serrure. Rien. Elle l'a secoué, tourné, a poussé, tiré. Toujours rien. C'est alors qu'elle l'a remarqué. Une feuille de papier blanche, plastifiée et fixée à la porte avec du ruban adhésif. Avis de restriction d'accès. Propriété sous examen juridique temporaire. Accès limité aux conseils juridiques et aux parties autorisées. Pour toute demande, contactez Martin Dahl, ESQ. Téléphone masqué. Dossier A371. Document scellé par le tribunal en attente d'examen. Ses yeux ont parcouru les mots encore et encore, comme s'ils allaient se réorganiser si elle clignait des yeux assez forts. Non. 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 Elle a frappé la porte avec la paume de sa main, puis encore, puis plus fort. Sa voix s'est brisée en un râle alors qu'elle criait dans le vide, « C'est ma maison ». L'écho est revenu avec indifférence. Une porte moustiquaire a grincé de l'autre côté de la rue. M. Ellery, le voisin, est sorti, tenant une tasse qui disait « Le golfeur le plus passable du monde ». Il a plissé les yeux à travers la cour. « Allison, tout va bien ?» Elle s'est retournée, la panique à peine dissimulée. Juste un problème de clé. Les serrures sont bloquées. Il a penché la tête. C'est bizarre. Je pensais que Marc avait vendu cet endroit il y a des mois. Elle a cligné des yeux. Pardon? Oui, je me souviens des déménageurs. Tout un camion de choses est sorti de là. J'ai pensé que c'était pour réduire la taille. Il m'a dit que tout était réglé. Elle le regarda comme s'il avait parlé dans une autre langue. Non, il ne ferait pas ça sans me le dire. Ellery haussa les épaules. Eh bien, je suppose qu'il vient de le faire. Elle n'a pas répondu. N'a pas bougé. Elle est juste restée là, la clé toujours à la main,
la serrant comme une relique d'une vie qui n'existait plus. Sa forteresse, sa retraite, sa cachette. Disparue. Elle a reculé et a regardé la maison du lac, non pas comme une maison, mais comme une étrangère, quelque chose de repris par le silence. Ce n'était plus la sienne. Et pour la première fois, elle a commencé à comprendre. Il ne s'agissait pas d'argent ou de vengeance. Il s'agissait d'accès, de territoire, d'identité. Et Marc venait de tout révoquer. Le pire, c'est qu'elle ne l'avait même pas vu venir. Le coup à la porte était doux. Trop doux pour une livraison. Pas assez urgent pour être un voisin. Juste ce tapotement maladroit et sans conviction de quelqu'un qui fait un travail dont il se fiche. Allison a traîné les pieds sur le sol en vinyle bon marché de sa location temporaire. Un Airbnb meublé qui sentait légèrement le nettoyant au citron et le désespoir. Elle n'avait pas complètement défait ses valises. Elle ne prévoyait pas de rester longtemps, juste quelques jours, le temps que Marc se calme, le temps qu'elle trouve comment retourner la situation en sa faveur. Elle y parvenait toujours, finalement. Elle a ouvert la porte. Personne. Juste une enveloppe rouge posée sur le paillasson. Pas bordeaux, pas marron. Rouge. Un rouge alarme incendie, sans aucune excuse. Épaisse, lourde, avec seulement son nom complet en lettres capitales sur le devant. Pas d'adresse de retour, pas de logo. Elle l'a rentrée à l'intérieur comme si elle pouvait mordre. Sur le canapé, seule, toujours dans le même pantalon de jogging qu'elle portait depuis 2 jours, elle l'a fixé pendant 1 minute, puis a déchiré le seau. Le contenu est tombé comme un accident de voiture au ralenti. D'abord, une pile soignée de messages imprimés. Des fils de discussion, des extraits de la conversation du « Coven », des transcriptions de messages vocaux. De petits joyaux toxiques d'auto-incrimination. Chaque rire cruel, chaque faux alibi, chaque prédiction suffisante. Elle a parcouru une ligne, soulignée en rouge, voyons à quel point il est insensible quand je serai parti. J'ai des options. Sa bouche est devenue sèche. Ensuite, une chronologie, proprement formatée. Journal du détective privé. Photos incluses. Voyage à Chicago, horodaté. La main de James sur sa cuisse au bar sur le toit. Enregistrement à l'hôtel à 21h37. Départ à 10h11 le lendemain. Retraite de yoga à Miami. Zéro trace de l'existence de l'événement. Pendant ce temps, James était tagué dans un bar de plage dans la même rue. Il savait. Il savait. Puis est venue la lettre notariée. Séparation légale, formelle. Liste des actifs jointes. Elle a lu les mots « rupture irrémédiable » et pour la première fois depuis des semaines, a senti le mot « rupture » dans sa poitrine. Enfin, une seule photo 13x18. Elle, au dîner d'anniversaire. En plein toast, le verre levé, le sourire narquois immortalisé dans des couleurs vives. Quelqu'un l'avait prise de l'autre côté de la pièce. Furtif, angle parfait. Elle avait l'air triomphante, radieuse, inconsciente. Un post-it jaune était collé au dos. Tu as porté un toast à ton âme sœur. Il peut t'aider maintenant. Elle n'a pas pleuré. Pas au début. Au lieu de cela, elle est restée assise là pendant 10 minutes. Figée, regardant les preuves de sa propre perte. Sa propre performance mise à nu, organisée, des mensonges maintenant épinglés sur le tableau de liège de son existence. Et puis, comme si quelqu'un avait débranché la dernière lumière fonctionnelle de son corps, elle a cédé. Elle a glissé sur le sol, les genoux d'abord, les bras ballants, le visage pressé contre la moquette de la location d'un étranger, et elle a sangloté. Pas des larmes délicates, mais des sanglots convulsifs, déchirants. Le genre qui ne demande pas de sympathie, juste une punition. Elle a pleuré pour les choses qu'elle avait perdues, oui, mais plus encore pour les choses qu'elle pensait contrôler pour toujours. Marc n'a pas haussé le ton. Il n'a pas discuté. Il n'a pas déversé sa rage en ligne ni fulminé auprès de leurs enfants. Il lui a simplement envoyé un miroir par la poste et l'a forcé à regarder. Et ce qu'elle a vu, c'est la mort de sa version de l'histoire. Elle a failli ne pas venir. L'invitation par email était arrivée 2 jours plus tôt. Brève et sans effusion. Même endroit, même table. Samedi à 19h. Pas de chaleur, pas d'excuses, aucune idée de quoi il s'agissait.
juste des coordonnées, comme un sniper offrant un dernier regard à travers sa lunette avant d'appuyer sur la détente. Elle l'a fixée pendant des heures, l'a lue 40 fois, l'a transmise à Valérie avec rien de plus qu'un. Valérie n'a jamais répondu. Mais Allison est venue. Bien sûr qu'elle est venue. L'espoir, après tout, est une maladie en phase terminale, surtout pour les gens qui pensent que le charme peut survivre aux conséquences. Elle est entrée avec 7 minutes de retard. Pas intentionnellement. Ce n'était pas son jeu de pouvoir habituel. Elle était à la peine. Elle avait essayé 3 tenues différentes, s'était frotté le dessous des yeux 2 fois, avait même essayé de se boucler les cheveux, mais le fer était tombé en panne à mi-parcours, alors elle les avait de nouveau attachés en chignon. Son armure. L'hôtesse n'a pas souri, a juste hoché la tête et l'a conduite à la table du fond. La même que pour leur anniversaire, celle sous la lumière ambrée avec la bougie vacillante qui ne semblait jamais se consumer. Marc était déjà assis. Même costume, même montre, même verre de vin à moitié plein. Il a levé les yeux et, un instant, elle l'a vu. Le fantôme de l'homme qu'elle avait épousé. Pas furieux, pas brisé, juste fini. Allison, a-t-il dit. Elle s'est assise lentement, les mains tripotant la serviette. Je ne savais pas si tu. J'allais toujours venir, l'a-t-elle interrompu. Je ne savais pas ce que c'était. Je veux dire, ce que tu voulais. Marc a levé une main. Calme. Comme un chef d'orchestre indiquant à un soliste de se reposer. Je voulais juste que tu saches, a-t-il dit, ce que ça fait d'être assis en face de quelqu'un qui a déjà fait son choix. Le silence s'est étiré sur la table comme du fil de fer barbelé. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont dirigés vers sa main. Pas d'alliance. Ses propres doigts portaient encore l'empreinte où la sienne avait autrefois vécu, bien qu'elle ne l'ait plus portée depuis l'incident de l'épicerie. Marc a attrapé quelque chose à côté de sa chaise et a placé une petite boîte en velours noir sur la table entre eux. Pas de mots, juste un geste. Elle a hésité, puis l'a ouverte. À l'intérieur, une simple alliance en or, usée d'un côté, la même qu'il avait portée pendant 30 ans. En dessous, un reçu daté du matin après leur anniversaire. Mise en gage, puis racheté ce matin-là, juste pour ça. Payé intégralement en espèces. Pas de remboursement. Elle l'a fixé comme si elle pouvait exploser. Je n'en ai plus besoin, a-t-il dit doucement. Elle a signifié quelque chose pour moi un jour, mais je pense que j'ai déjà enterré cette version de nous. Elle a dégluti difficilement. Marc, Je n'ai pas besoin d'excuses, l'a-t-il coupé. J'avais besoin de tourner la page, et je l'ai fait. Il s'est levé. Elle, non. Il a sorti quelques billets de son portefeuille, les a laissés sur la table et a fait un signe de tête au serveur. Pas besoin de partager l'addition. J'ai déjà payé. Puis, avec un dernier regard, ni froid, ni cruel, juste terminé, il est sorti. La bougie a vacillé une fois, puis une autre, et s'est éteinte. Allison est restée assise seule, à la même place où elle avait un jour porté un toast à sa véritable âme sœur, pleine de vin et de venin. Et maintenant, plus rien à célébrer, personne à viser, juste une alliance dans une boîte et un reçu qu'elle ne pourrait jamais retourner. Le sujet de l'email était stérile, presque corporatif, référence, mise à jour familiale. Veuillez lire attentivement. Il a atterri dans les boîtes de réception de leurs enfants adultes à exactement 6 heures le dimanche matin. Programmé, délibéré, calculé pour arriver avant l'église, avant le brunch, avant que les excuses du jour ne puissent prendre racine. Marc n'a jamais aimé le désordre. Ni dans la maison, ni en affaires, ni dans les émotions. Même maintenant, dans la rupture, il gérait l'effondrement comme un ingénieur démontant un pont, lentement, section par section, jusqu'à ce qu'aucun poids ne puisse plus le traverser. L'email venait de son adresse personnelle. Pas d'un avocat, pas d'un tiers, juste lui. Jason, Megan, je voulais que vous entendiez ça directement de moi, pas par des chuchotements ou des mises à jour de seconde main. J'ai demandé la séparation de cordes avec votre mère. Vous trouverez en pièce jointe un résumé du dossier et les documents pertinents. Je sais que cela semble soudain, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas le cas. C'est simplement la fin d'une corde qui s'effilochait depuis des années. Je ne voulais pas vous impliquer avant de ne plus avoir le choix.
J'ai inclus un dossier avec des captures d'écran et des transcriptions qui pourraient être difficiles à lire. Je vous demande seulement de les parcourir avant de vous faire une opinion. J'ai essayé de protéger notre famille de la honte, des retombées publiques, du drame, mais je ne peux pas nous protéger de la vérité. Vous êtes tous les deux des adultes. Vous méritez d'avoir le tableau complet. Je vous aime, papa. Il y avait 3 pièces jointes. La première, un PDF de l'avocat de Marc. Un résumé propre et ordonné de la séparation, date, revendication, clause d'infidélité, partage des biens. Sans émotion, impeccable. La deuxième, correspondance.zip, une archive contenant des captures d'écran des messages de groupe privés d'Allison, des notes vocales transcrites et des photos de ses voyages pas si secrets. Rien de sensationnel, juste assez de trahisons silencieuses pour redessiner leur compréhension d'elle. La troisième, un fichier .txt nommé « Contexte ». C'était simple. Une lettre d'un homme qui avait été humilié, oui, mais pas vaincu. Elle ne fulminait pas. Elle n'accusait pas. Elle pleurait. Pas seulement le mariage, mais l'illusion du partenariat. La mort subtile de la loyauté. La façon dont quelqu'un peut dormir à vos côtés pendant des décennies tout en rapprochant lentement son âme de quelqu'un d'autre. À 6h14, Jason a lu l'email. Il n'a pas répondu. À 6h32, Megan a ouvert les pièces jointes. Son écran s'est assombri. Elle n'a pas touché son café. À 7h02, dans le chat de groupe familial appelé « Les Baker, édition OG », quelque chose de petit, presque anodin, s'est produit. La photo de profil d'Allison a disparu. Le selfie de plage qu'elle avait pris à Cabo, portant les lunettes de soleil surdimensionnées et le chapeau de paille souple, a été remplacé par la silhouette grise par défaut. Quelqu'un l'avait retiré. Pas bloqué, pas signalé, juste effacé. 5 minutes plus tard, un message est apparu. Allison, pouvons-nous s'il vous plaît parler de ça avant que tout le monde n'imagine le pire? Personne n'a répondu. Ni Marc, ni Jason, ni Megan. Les bulles indiquant qu'ils écrivaient n'ont même pas vacillé. 10 minutes plus tard, un autre. Allison, c'est complètement sorti de son contexte. Vous n'entendez que sa version. Toujours rien. Pas de point, pas de réaction, pas de signe numérique, juste un silence froid. Elle était assise dans la cuisine de sa location, fixant le fil de messages qui avait autrefois été rempli de vidéos d'anniversaire, de planification de mariage et de « qui apporte quoi pour Thanksgiving ». Maintenant, c'était une tombe. Ses enfants avaient tout lu, et ils avaient tiré leurs propres conclusions. Non pas par rage, non pas par pitié. Par des preuves. Tout ce qui lui restait, c'était ce curseur clignotant, attendant, suppliant, seul. L'appel est arrivé à 23h41. Juste assez tard pour sembler désespéré, juste assez tôt pour espérer encore une réponse. Marc était au lit, un livre à la main, lisant à la lueur d'une lampe. La pièce était calme, remplie du bourdonnement régulier d'un homme qui avait enfin réappris à dormir. L'écran s'est allumé. Allison. Il a laissé sonner 2 fois avant d'accepter. Il n'a pas parlé le premier. Tout ce qu'il a entendu, c'est une respiration, inégale, fragile, pleine de mots non dits. Puis est venu le murmure, rauque et guttural. Tout ce que j'ai fait, c'est une blague. Marc n'a pas bougé. Elle a réessayé, sa voix s'effilochant. Marc, c'était une blague. Un toast stupide. Je ne voulais pas que tout ça arrive. La voilà. La défense finale. Pas le déni, pas la rage, mais un plaidoyer pour la minimisation. Le dernier refuge des gens qui incendient des maisons et jurent qu'ils n'ont fait qu'allumer une bougie. Marc a posé son marque-page, a doucement fermé le livre et a dit « Non, Allison. Tu n'as pas fait une blague. Tu as fait une déclaration. » Silence. Et je viens d'en faire une aussi. Clic. Appel terminé. Il n'a pas attendu d'entendre le sanglot. N'a pas vérifié si elle rappelait. Il a éteint le téléphone, l'a posé sur la table de nuit et a éteint la lumière. De l'autre côté de la ville, Allison se tenait dans l'embrasure de la porte de la petite location où elle vivait depuis que son monde s'était effondré. Les murs étaient nus, le frigo à moitié vide. Son calendrier social autrefois chargé était devenu silencieux.
Ses contacts téléphoniques s'étaient raréfiés. Les chats de groupe, silencieux. Même Valérie avait cessé de répondre aux textos. Le dernier message qu'elle avait reçu disait simplement « Je ne sais plus qui tu es ». Ses valises étaient de nouveau faites. Mais cette fois, il n'y avait pas de plan, pas d'escapade à la maison du lac, pas de bras d'amant secret, pas de revenu passif sur lequel se reposer, pas d'enfant pour arranger les choses. Juste une réservation de motel à 79 $ et l'écho d'un homme qu'elle pensait être du papier peint. Elle fixait l'écran du téléphone comme s'il pouvait lui pardonner. Il ne l'a pas fait. Elle le pensait insensible. Elle pensait qu'il n'agirait jamais. Elle pensait que le contrôle était éternel. Mais l'homme qui n'avait pas bronché n'en avait pas eu besoin, parce qu'il était déjà parti au moment où elle avait levé ce verre. Et tout ce qui a suivi, chaque carte gelée, chaque porte fermée, chaque enveloppe rouge n'était pas une vengeance. C'était de l'arithmétique. Silencieuse, calculée, finale. Et maintenant, sans personne à blâmer, il ne lui restait que la seule chose qu'elle n'avait jamais planifiée, le silence.